Mes chers enfants, cet enfant est une menteuse. Rien que d'entendre ça, ça donne des frissons. La cruauté de cette phrase est juste absolue. C'est terrifiant. Et il faut vraiment s'imaginer la scène. On a une jeune orpheline, Jane Eyre. Elle a à peine 10 ans. 10 ans. Oui, et elle est forcée de monter sur un tabouret d'infamie, devant toute son école. Et là, le directeur, M. Brocklehurst, un homme d'une hypocrisie mais monumentale, Ah oui. il la pointe du doigt et il la détruit publiquement. C'est le résultat d'une menace, d'une calomnie de sa tante. Pour une enfant, c'est une torture psychologique pure et simple. L'humiliation elle est totale. Complètement. Et on ressent une injustice si profonde, une rage. On est impuissant, on a envie de hurler avec elle. Et c'est là qu'on comprend un truc, je trouve. C'est que Jane Eyre, de Charlotte Brontë, ce n'est pas juste l'histoire des malheurs d'une orpheline, au fait. Non, pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est presque un manuel de survie psychologique. C'est une exploration de cette quête d'indépendance, de dignité, face à un monde qui veut juste l'écraser. Exactement. Brontë, elle a imaginé une héroïne qui refuse de se soumettre, qui refuse de disparaître, même quand tout est contre elle. Et c'est cette force qu'on va explorer aujourd'hui. D'ailleurs, en restant avec nous, vous n'aurez pas seulement un résumé, mais vraiment les clés pour comprendre pourquoi ce roman, presque 200 ans plus tard, reste D'une modernité folle. saisissante. Voilà. L'histoire commence donc au château de Gateshead. Jane a 10 ans, elle est orpheline, et elle est élevée, si on peut dire, par sa tante par alliance, Madame Reed. Élevée, c'est un bien grand mot. Elle est traitée comme une étrangère dans sa propre maison, une nuisance. C'est ça. Le livre insiste beaucoup là-dessus, sur ce sentiment d'aliénation. Jane, elle n'est pas comme ses cousins. Elle aime lire, elle est observatrice, passionnée. Des défauts dans cette maison. Exactement, ce sont des défauts. Madame Reed lui reproche son manque de caractère sociable, mais en réalité, ce qu'elle rejette, c'est son intelligence, c'est sa vie intérieure. Jane est une anomalie qu'elle n'arrive pas à mater, quoi. Et forcément, à un moment, ça explose. Oh oui. Jour, son cousin John, une brute finie, la trouve en train de lire. Il l'insulte et puis il lui lance un livre en pleine tête. Et là, pour la première fois, Jane ne subit plus. Elle se rebelle. Elle se jette sur lui, une vraie furie. Elle le griffe, elle le frappe. Mais bon, dans ce monde-là, quand la victime se défend, C'est elle qui punit, évidemment. et la punition est terrible. La fameuse chambre rouge. Voilà. On l'enferme dans la chambre rouge. Et ce n'est pas n'importe quelle pièce, c'est là où son oncle est mort. C'est une scène d'horreur gothique parfaite. On imagine la terreur ? Mais oui, pour une enfant, être enfermée dans le noir, dans un lieu associé à la mort, c'est le summum de l'angoisse. Elle finit par croire qu'elle voit un fantôme. Elle s'évanouit. Ce traumatisme, il est fondateur. Ce n'est pas juste une peur qui naît là. C'est sa haine de l'injustice qui se forge. La rebelle en elle prend vraiment racine à ce moment-là. Tout à fait. Et malgré toute cette cruauté, il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Souvent avec la servante, Bessie. Ah, Bessie est un personnage complexe. Oui, un moment, elle la traîne de force dans cette chambre, et l'instant d'après, elle lui apporte en secret une petite tarte pour la consoler. Elle est fascinante, Bessie, parce qu'elle incarne l'ambiguïté de la situation de Jane. Elle est à la fois sa geôlière et sa seule source de réconfort. C'est vrai. Elle lui apprend, sans le savoir, que les gens ne sont pas tout noirs ou tout blancs, que même dans l'oppression, on peut trouver des miettes d'humanité. C'est une leçon de survie. Et la solution de sa tante, pour se débarrasser d'elle, c'est donc de l'envoyer en pension. C'est là qu'intervient M. Brocklehurst, le directeur de Lowood. Le livre le décrit comme un visage semblable à un masque taillé. Rien que la description, Jamais dans l'ambiance. on sait que ça va mal se passer. Il lui fait subir un interrogatoire religieux, mais terrifiant, sur l'enfer. Et puis Madame Reed lui glisse le coup de grâce. Le poison final. C'est ça. Elle lui dit que le plus grand défaut de Jane, c'est le mensonge. Un coup de poignard dans le dos. Jane part pour Lowood déjà condamnée, avec cette étiquette de menteuse collée au front. Elle quitte un enfer pour un autre, en somme. Lowood, c'est le froid, la faim, la nourriture infecte. La privation institutionnalisée, des uniformes pour écraser toute individualité. Mais paradoxalement, c'est là qu'elle va trouver les outils pour se construire. Grâce à 2 rencontres, surtout. Oui, 2 rencontres capitales, qui sont presque 2 philosophies de vie opposées. D'un côté, il y a Ellen Burns. Ah, elle est. Elle, c'est l'incarnation du pardon chrétien, de la résilience passive. Elle subit des punitions horribles sans jamais se plaindre.
Et de l'autre, il y a Miss Temple, la directrice. Elle, c'est tout l'inverse. C'est la justice, la bonté, l'intelligence. C'est l'espoir qu'un autre monde est possible, un monde où la gentillesse n'est pas une faiblesse. J'avoue que le personnage d'Hélène, il est complexe. On admire sa force, mais sa soumission totale, c'est presque dérangeant. On a envie de lui dire « révorte-toi », comme Jane. Mais c'est ça qui est intéressant. Hélène, ce n'est pas un modèle à suivre aveuglément, c'est un contrepoint. Jane, c'est le feu, Hélène, c'est la glace. Jane apprend d'elle la patience, mais elle ne renonce jamais à son sens de la justice. Elle va faire une synthèse des deux. Et elle en a bien besoin, parce que c'est là que Brocklehurst met sa menace à exécution. La fameuse scène du tabouret. Voilà, il la force à se tenir debout devant tout le monde et il la dénonce publiquement. L'humiliation absolue. Mais c'est là que ses deux amis vont la sauver, à leur manière. Hélène d'abord, discrètement. Elle passe près de Jane et lui offre un simple sourire, un soutien silencieux qui lui donne la force de ne pas s'effondrer. Et ensuite, Miss Temple. Miss Temple passe à l'action. Elle ne croit pas Brocklehurst, elle mène sa propre enquête, et quand elle reçoit la confirmation que Jane disait la vérité, elle la disculpe publiquement. C'est un tournant majeur pour elle. Ah oui, c'est la première fois de sa vie que la vérité gagne, que la justice existe. Une fois libérée de ce poids, Jane peut enfin s'épanouir. Elle devient une élève brillante, respectée. Mais Lowood reste un lieu de mort. Une épidémie de typhus frappe l'école et Helen Burns, qui était déjà très fragile, est emportée par la tuberculose. Sa mort c'est une des scènes les plus poignantes du livre. Oui, Jane se glisse dans son lit pour sa dernière nuit. Elle s'endort dans les bras de son amie. Et quand elle se réveille, Hélène est morte. C'est sa première grande perte. Mais Hélène lui a laissé un dernier cadeau. Une sorte de foi en l'au-delà qui l'aide à ne pas sombrer dans le désespoir. c'est une leçon brutale, mais nécessaire. Complètement. On fait un saut de 8 ans. Jane est restée à Lowood, elle est devenue enseignante. Elle est instruite, elle est respectée, mais elle étouffe. Elle a soif du monde et elle fait quelque chose d'assez radical pour une femme de son époque. Elle prend son destin en main. Totalement. Elle ne demande la permission à personne. Elle met une annonce dans un journal pour trouver un poste de gouvernante. C'est son premier vrai acte d'indépendance. Elle veut une nouvelle servitude, mais une qu'elle aura choisie elle. Et elle trouve un poste à Thornfield Hall. Au début, l'endroit a l'air idyllique. Oui, l'intendante, Madame Fairfax, est adorable. Sa petite élève, Adèle, est charmante. On se dit, ça y est, elle a trouvé la paix. Mais très vite, on sent que quelque chose cloche. Ah oui, Brontë est une maîtresse de l'atmosphère. Dès sa première visite, Jane entend un rire, étrange, presque démoniaque, qui vient du 3e étage. Le fameux rire. Madame Fairfax, très nerveuse, met ça sur le compte d'une servante un peu bizarre, Grace Poole. Mais l'explication, elle ne tient pas la route. Le mystère est posé. Et puis, vient la rencontre avec le maître des lieux, Monsieur Rochester. Et c'est tout sauf un coup de foudre de conte de fées. Non, c'est clair. Il tombe de cheval, il est grognon, elle l'aide sans savoir qui il est. Et cette scène dit tout sur leur relation future. Elle ne sera pas basée sur les conventions ou les apparences. C'est un choc des esprits. Rochester, cet homme cynique, habitué à ce qu'on le flatte, il est complètement déconcerté par cette jeune femme simple qui lui parle d'égal à égal. Avec une franchise désarmante. Exactement. Il est immédiatement intrigué. Et leurs conversations, le soir, elles sont incroyables. Il ne la traite pas du tout comme une employée. C'est une confidente. Il la sonde, il l'interroge. Il regarde ses dessins qui sont assez étranges, sombres. Il cherche quelque chose en elle. Quoi, au juste? L'authenticité. Je pense qu'il est usé par un monde de mensonges, de superficialité, et il voit en elle une âme pure et un esprit vif. C'est ça qui est révolutionnaire. Leur connexion est purement intellectuelle et émotionnelle. Ça dépasse complètement les barrières de classe. Et cette connexion, elle est mise à l'épreuve très vite, et de façon très concrète, la nuit de l'incendie. Ah, ce moment est dingue. Jane est réveillée par ce même rire sinistre, puis par l'odeur de fumée. La chambre de Rochester est en feu. Et lui, il dort, comme s'il était drogué. Elle le sauve en le noyant littéralement sous des seaux d'eau. Et là, c'est un tournant. Ce n'est pas juste un accident. Il lui fait jurer de ne rien dire, il attribue ça encore à Grace Poole, mais ce secret les lie. instantanément. D'un coup, elle n'est plus sa gouvernante, elle est sa sauveuse, sa complice. Il y a une intimité, une tension qui naît de ce danger partagé. Et juste au moment où on sent ce rapprochement, Rochester fait tout le contraire de ce qu'on attend. Ah, la douche froide. Il part et il revient avec une maison pleine d'invités de la haute société.
Et surtout, la sublime et arrogante Blanche Ingram, que tout le monde voit comme sa future femme. C'est une torture psychologique et c'est délibéré de sa part. Il la force à être là, dans un coin du salon, pour qu'elle entende les conversations méprisantes sur les gouvernantes, pour qu'elle se compare à Blanche. Il teste sa jalousie. C'est cruel. C'est d'un sadisme incroyable, et les événements étranges s'affolèrent. Et il y a cet épisode où il se déguise en diseuse de bonne aventure, et puis le point culminant, ce cri. Un cri inhumain qui déchire la nuit. Et là encore, vers qui il se tourne? Vers Jane. Vers elle. Pas ses invités, pas ses autres domestiques. Il va la chercher, elle. Imaginez la scène. On vous réveille, on vous conduit dans une chambre secrète, un homme a été poignardé et mordu, il y a du sang partout. Et votre patron vous dit « Restez là avec lui, épongez le sang et ne posez aucune question. Que ferait-on dans une telle situation? C'est la confiance absolue ou la folie totale? » Et elle reste, avec un sang-froid remarquable. À l'aube, après avoir fait partir le blessé en secret, il l'emmène dans le jardin. Il est à bout, tourmenté. Et il lui pose cette question de conscience, cette parabole sur un homme qui a commis une faute capitale et qui se demande s'il a le droit de tout transgresser pour trouver le bonheur. La situation a complètement basculé, en fait. Ah oui, complètement. Elle n'est plus la gouvernante, elle n'est même plus juste sa confidente. Elle est devenue la gardienne de ses secrets les plus sombres, les plus violents. Et c'est là qu'on voit tout le chemin qu'elle a parcouru. La petite fille enragée et impuissante de Gateshead. Elle est devenue une femme capable d'affronter l'horreur avec une force intérieure inébranlable. Elle a prouvé, à lui comme à elle-même, que sa plus grande qualité n'est pas une beauté qu'elle n'a pas. Mais un courage et une intégrité qui ne vacillent jamais. Exactement. Rochester a donc posé cette question à Jane. Un homme a-t-il le droit de chercher une nouvelle vie malgré ses fautes? Mais on sent bien que Thornfield cache plus qu'une simple faute. Il y a une violence active, bien réelle, qui rôde. Oui. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ce lien si puissant qui les unit est une promesse de rédemption, ou si au contraire il va les entraîner tous les deux dans l'abîme que dissimulent les murs de cette demeure.